Bonjour. Dans cette session, nous nous intéressons aux ressources naturelles. Les ressources physiques ont été longtemps ignorées dans les théories économiques parce qu'on pensait qu'elles existaient en quantité inépuisable dans la nature. Les progrès de la science nous montrent qu'évidemment ceci est faux. Mais ce que nous allons découvrir au cours de cette séance, c'est que l'humanité continue de puiser sans retenue dans des ressources naturelles qui s'épuisent rapidement, comme si de rien n'était. Voyons cela de plus près. Nous sommes actuellement 7,4 milliards sur la Terre. Et comme vous pouvez le voir sur la gauche du graphique, la Terre comptait à peine 1 milliard d'habitants en 1800. On n'a jamais connu sur Terre une croissance de population aussi rapide que sur les derniers 2 siècles. Alors pourquoi? Avant la révolution industrielle, le taux de mortalité et le taux de natalité étaient forts dans la plupart des pays du monde. Ces deux taux étaient plus ou moins équilibrés et la croissance de la population était par conséquent faible. La forte croissance de la population mondiale depuis la révolution industrielle peut être expliquée par ce qu'on appelle la transition démographique. Il s'agit d'une forte baisse de taux de mortalité due au progrès de médecine, hygiène, sanitaire, agriculture, qualité de nourriture et l'industrialisation. Le taux de natalité, par contre, reste initialement fort, comme avant la transition. L'écart entre les deux taux produit une forte croissance de la population concernée. Ensuite, le taux de natalité s'adapte au niveau de la mortalité et la croissance de la population devient à nouveau faible, voire négative, selon le pays. Aussi, selon les pays, la transition démographique dure typiquement entre 50 et 100 ans. Ce qui est important à noter, c'est que cette transition démographique n'a pas lieu au même temps dans des pays et continents différents. De très fortes disparités existent encore, malheureusement, entre les pays, pour l'accès aux progrès en santé, hygiène, alimentation, etc. La transition démographique a commencé en Europe, puis aux Amériques et en Asie. Aujourd'hui, elle a lieu en Afrique. C'est justement en Afrique qu'aura lieu l'essentiel de la croissance de population mondiale prédit pour le XXIe siècle. C'est aussi l'accélération de l'usage des énergies fossiles qui a permis l'évolution de la démographie. À partir de la révolution industrielle en 1850, l'usage du charbon, puis du pétrole, puis du gaz se développe. En agriculture, l'invention du tracteur motorisé et les engrais chimiques fabriqués à partir du pétrole permettent de nourrir une population sans cesse plus nombreuse. Le pouvoir de l'homme sur la nature est décuplé. La révolution industrielle va s'étendre à partir de l'Europe, aux États-Unis d'abord, puis peu à peu au reste du monde. Cette révolution thermo-industrielle va radicalement transformer les modes de vie, en commençant par les pays développés. Depuis 1850, on observe une très forte augmentation de la population urbaine, de la consommation d'eau et d'engrais, car pour nourrir les masses urbaines, il faut une agriculture intensive, les transports de personnes et de marchandises. Le niveau de vie augmente ainsi que le consumérisme de masse dans les pays développés. Plus récemment, on peut citer le boom du numérique. C'est lui qui a rendu la globalisation possible. L'informatique est très consommateur d'énergie. Elle consomme aujourd'hui environ 10% de l'électricité produite mondiale. Pour maintenir notre mode de vie moderne, la dépendance de notre société des ressources naturelles augmente logiquement avec la taille de la population, multipliée par les besoins en ressources de chacun. Comme on a vu, les deux augmentent exponentiellement. Et c'est là qu'il y a un problème, car la plupart des ressources naturelles dont nous dépendons existent sur notre planète en quantité limitée et sont donc épuisables. Citons le pétrole, l'uranium, l'eau douce, le phosphore, par exemple, mais aussi les écosystèmes marins et terrestres et des sols cultivables qui nous rendent des services écosystémiques indispensables pour nourrir la planète et pour régler le climat. Le problème, c'est donc que l'usage des ressources naturelles ne peut pas continuer de croître indéfiniment. En 1972, quelqu'un prend un crayon et trace un trait horizontal sur le tableau. Il dit « Il y a des limites à la croissance ». C'est le titre de son rapport. Ce quelqu'un, c'est l'Américain Dennis Meadows. Meadows est un précurseur. Le premier, il a attiré l'attention sur le caractère fini des ressources naturelles que recèle la Terre. L'eau potable, la forêt, la biodiversité, les combustibles fossiles existent en quantité limitée. La croissance exponentielle que nous connaissons depuis la révolution industrielle ne peut pas se prolonger indéfiniment. Elle s'arrêtera faute de matières premières. Alors, la population diminuerait
par manque de ressources et aussi par suite des conflits pour l'accès à ces ressources raréfiées. Avec 40 ans de recul, les prévisions de Meadows s'avèrent plutôt justes. Vous trouverez des informations détaillées sur ce point dans les ressources annexes de cette session. Nous avons choisi de faire un focus sur 3 de ces ressources naturelles limitées: l'eau potable, la biodiversité et le pétrole. Les forêts représentent une ressource écologique qui rend une multitude de services à l'humanité. Du bois, du carburant, des médicaments, du stockage de CO2, purification de l'eau, préservation des sols cultivables, pour en nommer quelques-uns. Les forêts les plus riches en ressources sont les forêts tropicales. Depuis la révolution industrielle, la déforestation s'est accélérée rapidement et nous avons déjà détruit plus que la moitié des forêts tropicales. Si on maintient notre taux de déforestation actuel, il n'y aura plus de forêts tropicales d'ici la fin du siècle. Le graphique que vous voyez ici est tiré de la série des publications de l'AFD « Questions de développement », qui a consacré son numéro 24 à la surexploitation des ressources d'eau souterraines. En effet, qu'en est-il? Les nappes phréatiques qui stockent de l'eau de pluie et de la fonte des neiges sous terre sont la principale source d'eau potable. L'Organisation des Nations Unies pour le développement de l'eau dans le monde a calculé que 20% d'entre elles sont utilisées trop intensément pour pouvoir se renouveler. Vous voyez sur la carte les 2 zones qui sont particulièrement touchées par la surexploitation: le continent africain et le sous-continent indien. Dans ces zones, la désertification liée à la sécheresse provoque des mouvements migratoires et des conflits armés. L'ONU a estimé en 2013 que 2,4 milliards de personnes n'avaient pas accès à une source d'eau potable, soit 1 personne sur 3. C'est un chiffre tout à fait officiel, puisque l'accès à l'eau potable était l'un des objectifs du développement durable. Nous reviendrons sur ce sujet dans une prochaine session. Pour mettre fin à la razzia sur l'eau potable, nous avons besoin d'urgence d'une transition écologique, dont nous développerons le modèle au cours des prochaines semaines. Aujourd'hui, près de 90% des stocks de poissons marins dans le monde sont surexploités ou à la limite de leur exploitation. On ne peut donc plus augmenter leur production. Les espèces les plus menacées, en premier lieu, par la surpêche, sont les espèces les plus grandes, comme le thon et le morue, qui sont souvent économiquement les plus intéressants. Ce sont des poissons prédateurs en haut de la chaîne alimentaire dans l'écosystème. Par exemple, vous voyez sur la carte de droite la disparition de ces poissons prédateurs sur les côtes de l'Atlantique Nord pendant le XXIe siècle. La surpêche n'est pas la seule cause. Le réchauffement climatique, qui est le thème de notre prochaine session, y contribue aussi. Il y a donc moins de poissons, mais ce qui est tout aussi important, c'est que des espèces entières disparaissent, avec des effets cascades dans l'écosystème. Les écosystèmes sont détruits ou perturbés, la biodiversité diminue. C'est grave parce que c'est irréversible. On ne sait pas refabriquer une espèce ou un écosystème disparu. On ne sait pas non plus repeupler l'océan en poissons. Enfin, la situation du pétrole est tout aussi inquiétante. Comme toute ressource disponible en quantité finie, la production de pétrole ne peut pas augmenter indéfiniment. Le moment où la production de pétrole atteint son maximum est nommé le pic pétrolier ou peak oil en anglais. Le pétrole qu'on a extrait en premier, c'était le plus facile à extraire, celui qui coûtait le moins cher. Il se trouvait dans les pays du Golfe et du Moyen-Orient. Tous les autres pétroles, comme le gaz de schiste, le pétrole en eau profonde, sont beaucoup plus onéreux à extraire. La ressource pétrolière va donc devenir plus coûteuse à extraire et donc plus rare. En 2100, dans le cas le plus optimiste, on produira autant de pétrole que dans les années 70. Les conflits récents au Moyen-Orient peuvent s'analyser comme des conflits d'accès au pétrole. Pour estimer quand le pic pétrolier aura lieu, évidemment, la difficulté est de connaître la quantité de pétrole exploitable qui reste à découvrir sur la planète. Comme vous voyez sur la graphe, compte tenu des réserves actuellement prouvées, mais aussi les réserves probables, le pic pétrolier a lieu en ce moment même. Et même selon les estimations les plus optimistes de réserves encore à découvrir, le pic aura lieu d'ici 2040. Vous trouverez en annexe la définition des notions de réserves prouvées et probables. Nous arrivons au terme de cette session. Nous avons vu que la pression anthropique sur les ressources est une menace pour les écosystèmes.
Nous évoquerons une autre grave menace dans notre prochaine session, le changement climatique. À bientôt!